Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de C'est quoi la F1 ? Dans cette série, on essaie d'expliquer des spécificités de la F1 que tout le monde ne maîtrise pas forcément. Après avoir parlé des bases et du vocabulaire, on parle aujourd'hui des pneus. Certains d'entre vous vont se dire, les pneus c'est simple, c'est comme sur nos voitures, mais non, c'est un poil plus compliqué. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer l'essentiel à savoir sur les pneus des F1, on va partir de la base des bases et puis on va élargir petit à petit. On commence donc par les informations de base. Voici un pneu de F1. La jante fait 13 pouces, soit 33 cm. Il est large de 305 mm. Il a un diamètre de 670 mm. Il pèse 7 kg et il est fabriqué par la marque Pirelli. Maintenant, la grosse question, en quoi un pneu est-il particulièrement important ? Au-delà du fait qu'il serve à rouler, il est un élément crucial car il influe énormément sur le comportement de la voiture. Sa gestion est la clé de beaucoup d'énigmes. Une voiture qui dégrade vite ses pneus va perdre en performance et à l'inverse, savoir conserver ses gommes peut permettre d'aller plus vite et plus loin. Parfois, une mauvaise gestion des pneus peut ruiner le travail de tout un week-end et rendre la monoplace illisible. Demandez à Romain Grosjean et Kevin Magnussen, je crois qu'ils ont des choses à dire sur ce sujet. Mais attention, les pneus sont très capricieux. Lorsqu'ils roulent, ils sont mis à l'épreuve, notamment dans les virages où ils doivent résister à une forte pression. L'objectif est de les mettre à la température idéale, celle où ils seront suffisamment chauds pour adhérer au bitume. Problème, trouver cette fenêtre est très compliqué tant elle est mince. Il suffit de peu pour qu'il soit trop ou pas assez chaud et ça influe directement sur la stabilité, la maniabilité et donc la vitesse de la voiture. La température est donc le souci numéro 1 que peut rencontrer un pneu. Lorsqu'il a trop chaud, il peut créer ce qu'on appelle du blistering, des cloques. C'est la manifestation la plus spectaculaire possible de la dégradation d'un pneu. Il y a aussi le graining qui fait perdre beaucoup d'adhérence. Et puisqu'on est dans les termes techniques, j'ajoute aussi le mot marble qui désigne tous les dépôts de gomme. Quand un pneu s'use, il se délamine en tout petits bouts et au cours de la course, tous ces dépôts s'accumulent et viennent former une zone noire hors de la trajectoire. Les marbles sont une vraie patinoire car lorsque l'on roule dessus, on perd beaucoup d'adhérence. Bon, là on a la base, on sait à quoi ressemble un pneu et quelle est son importance. Maintenant, on va voir comment on s'en sert durant un week-end. Il y a plusieurs types de gommes et on ne peut pas les utiliser n'importe comment. La première chose à savoir, c'est qu'il y a deux grandes catégories de pneus, pluie et sec. Inutile de vous faire un dessin, vous avez compris qu'on les utilise selon la météo. Avant de nous focaliser sur les secs, notons tout de même qu'il existe deux types de pluie, intermédiaire à bande verte pour les pistes mouillées et méga pluie pour les gros déluges. Côté pneus secs, on a 5 gommes possibles rangées de C1 à C5. Plus un pneu est tendre, donc plus il est proche de C5, plus il favorise la performance et la vitesse. Mais problème, il se dégrade très facilement. Pour faire simple, plus un pneu est tendre, plus il va vite, mais moins il dure longtemps. Et inversement, plus un pneu est dur, moins il est rapide, mais plus il dure longtemps. Ainsi se pose la question de quel pneu chausser, plutôt dur, tendre ou entre les deux. La gomme choisie dépendra du type de roulage que l'on a prévu. On mettra des tendres si on veut aller très vite ou plutôt des durs si on veut tenir longtemps. Les pneus sont en tout cas le centre de la stratégie de course. Pour simplifier, imaginons que nous sommes sur un circuit et qu'on teste différents pneus. On commence par mettre les C5 les plus tendres et on fait 10 tours à fond en 10 minutes, soit 1 minute par tour. On teste ensuite les C3 et on fait 20 tours en 22 minutes. Nous avons duré 10 tours de plus, mais notre temps au tour est désormais 2 minutes 06, nous avons donc été plus lents au tour. Ainsi, imaginons une course qui dure 30 tours. Nous avons deux options possibles. La première est de commencer en pneu C3 puis de mettre les C5 pour la finir. Avec cette stratégie, nous mettrons 32 minutes à couvrir l'épreuve, plus 20 secondes à cause de l'arrêt au stand. Autre option, ne mettre que des C5 et faire donc 2 arrêts. Nous mettrions cette fois 30 minutes et 40 secondes. Dans cette situation-là, la meilleure stratégie c'est donc la numéro 2. Bien évidemment, là j'ai pris des données fictives et aléatoires, mais vous avez compris le principe, même si dans la réalité c'est infiniment plus complexe et précis. Bien, à présent que l'on a compris l'importance du choix du pneu, voyons lesquels nous avons à notre disposition. La première chose à savoir, c'est qu'en amont du week-end, Pirelli, le fabricant et fournisseur de pneus, a sélectionné 3 pneus parmi sa gamme. Un tendre, un médium et un dur. Un rouge, un jaune et un blanc. On peut donc avoir C5, C4, C3, ou bien C4, C3, C2, ou encore C3, C2, C1, selon les caractéristiques de la piste du jour. Autre information importante, on a le droit à 13 trains de pneus pour un week-end et pas un de plus. 3 trains sont donnés par la fédération. Un rouge, un jaune, un blanc. Le rouge est disponible seulement en qualification et les 2 autres seulement en course. Pour les 10 pneus restants, les équipes sont libres de faire leur propre choix.
Si elles le veulent, elles ne peuvent prendre que des pneus rouges, mais vous conviendrez que ce n'est pas un bon choix stratégique. Généralement, il y a peu de différence entre les choix des équipes, cela se joue généralement à un ou deux trains près. Notons aussi que Pirelli prévoit des pneus pluie et les fournira aux équipes en cas de besoin, pas besoin de s'en préoccuper à l'avance. Comment utiliser les pneus durant un week-end en sachant qu'il y a 3 séances d'essai, une séance de qualification en 3 parties et la course. Imaginons que nous avons notre propre écurie et que nous sélectionnons 5 pneus rouges, 3 jaunes et 2 blancs. Voilà comment nous allons les utiliser durant le week-end. Déjà, à la fin de chaque séance d'essai, 2 trains de pneus vont être réquisitionnés et on ne pourra plus s'en servir pour le reste du week-end. En essai, le temps est donc précieux et chaque choix compte. Le vendredi matin, pour la première séance, nous avons envie de découvrir la piste et donc on prend des pneus blancs pour débuter tranquillement. En deuxième partie de séance, nous testons une première simulation de tour rapide et brûlons donc un train de rouge. Le vendredi midi, il nous reste donc 8 pneus plus les 3 bonus que l'on débloquera plus tard. Pour la séance de l'après-midi, nous utilisons 2 trains jaunes afin de simuler des relais de course et durant celle du samedi matin, on brûle un blanc et un rouge. Nous voilà donc en qualification qui, je le rappelle, se déroule en 3 étapes. Le but étant d'aller le plus vite possible, nous allons exclusivement utiliser des pneus rouges, sauf dans un cas exceptionnel que j'expliquerai plus tard. Donc en Q1 nous prenons un train de tendre et pareil en Q2. Au début de la Q3, la FIA nous donne le train de rouge bonus. Nous avons donc 2 trains rouges et un jaune disponibles. En Q3, on cherche encore la performance maximale, donc on va tenter 2 tours rapides et brûler nos 2 derniers tendres. À la fin des qualifications, la FIA nous reprend son train bonus et pour la course, il ne reste donc que les 4 pneus que nous avons au début de la qualification, plus les 2 que la FIA nous avait réservés. Mais attention, petite subtilité, le règlement stipule que l'on doit commencer la course avec les pneus utilisés en Q2. Dans notre situation, nous prendrions donc le départ avec des rouges, mais parfois certaines équipes peuvent tenter de réussir leur Q2 avec des pneus jaunes afin de choisir une stratégie différente en course. Les jaunes sont moins rapides mais ça peut peut-être suffire à passer en Q3. C'est pour ça que nous en avions gardé un train pour les qualifs. Mais restons sur l'idée de base, on commence la course avec des pneus rouges usés et nous avons à disposition 2 jaunes et un blanc, à nous de faire la meilleure stratégie avec ça. Vous comprenez donc que tout au long d'un week-end, les équipes jonglent avec les trains afin de garder ce qui les intéresse au meilleur moment. Dernier point, il est obligatoire de changer les pneus au moins une fois dans la course, ça c'est pour les petits malins qui voudraient mettre des durs et ne jamais s'arrêter. C'est pas possible. Vous connaissez désormais l'essentiel sur les pneus, mais laissez-moi vous emmener plus loin. Comme je l'ai dit plus haut, Pirelli est le fournisseur de pneus, mais ça n'a pas toujours été lui. Au cours de l'histoire, ils sont 9 à avoir occupé cette place. Avon, Bridgestone, Continental, Dunlop, Engelbert, Firestone, Goodyear, Michelin et donc Pirelli. Encore plus fou, il a existé une époque où les équipes pouvaient choisir entre plusieurs fournisseurs. C'était notamment le cas au début des années 2000 où Michelin et Bridgestone se disputaient ce qu'on appelait la guerre des pneus. L'inconvénient de cette situation, c'est que cela pousse les équipes à mettre la pression sur les fournisseurs et ça peut créer des conflits d'intérêts ou donner naissance à des pneus trop éloignés du schéma de base. D'ailleurs, l'événement le plus célèbre de cette guerre s'est déroulé au Grand Prix des États-Unis 2005. À l'époque, Bridgestone fournissait Ferrari, Jordan et Minardi, tandis que Michelin s'occupait du reste du plateau. Bridgestone était clairement au service de Ferrari qui dictait un peu ce qu'il voulait. Grâce à leur parfaite compréhension des pneus, Ferrari était capable de mieux les gérer et développait donc un avantage conséquent. Mais revenons au Grand Prix des États-Unis. Le circuit présente une particularité, un banking ou un virage incliné à 9 degrés. Il est une véritable épreuve pour les pneus car il se passe à 240 km/h et que la piste est neuve et abrasive. En essai, Ralf Schumacher et sa Toyota connaissent un violent accident dans ce virage après que son pneu ait éclaté. Par la suite, d'autres pilotes souffriront de problèmes similaires. Très vite, on comprend, les pneus Michelin souffrent beaucoup trop et représentent un danger. En coulisses, de nombreuses réunions ont lieu pour tenter de trouver une solution, mais au final, rien n'est décidé. Mécontentes, les équipes chaussées de Michelin se montrent très nerveuses avant le départ. Et finalement, à la fin du tour de formation, elles décident de toutes rentrer au stand et d'abandonner l'épreuve, laissant le public américain avec une grille ridicule formée de 6 voitures équipées de Bridgestone. La course sera bien sûr une mascarade, les Ferrari se sont disputés la victoire pendant un virage et Thiago Montero a obtenu le seul podium de sa carrière. Si vous voulez en savoir plus sur ce Grand Prix, je vous conseille 2 vidéos.
Tout d'abord celle du Blabla F1 qui raconte en détail cet événement, puis celle de Mark Priestley qui était membre de McLaren et qui a raconté les coulisses de ce jour unique. Bref, c'est pour ce genre d'événement que depuis 2011 nous avons un manufacturier unique. Afin d'éviter ce genre de soucis, on se tient à un cahier des charges précis. Mais malgré ça, Pirelli est critiqué au moindre problème et doit en permanence apporter des évolutions et des réponses. Les pneus étant une partie essentielle de la performance, on comprend la vivacité des équipes sur le sujet, mais parfois c'est assez lourd. Par exemple, cette année devait se tenir le Grand Prix des Pays-Bas où il y a des virages inclinés et c'était déjà la pagaille médiatique, on se demandait si Pirelli allait tenir le coup. La tâche de Pirelli est d'autant plus difficile que les essais privés n'existent plus et qu'ils doivent se contenter de rares journées de test. Toutes ces raisons créent parfois de beaux ratés comme ce Grand Prix d'Angleterre 2013 où un nombre incroyable de pneus a explosé en pleine course, poussant Pirelli à changer la composition de ses gommes dès la course suivante, essuyant au passage un flot d'insultes. Vous l'aurez compris, les pneus sont un élément essentiel de la course et sont parfois un élément de crispation. Mais on n'a pas fini de l'entendre parler car ils seront bientôt soumis à une nouvelle réglementation. En effet, dès 2022, ils seront plus petits car la jante mesurera à présent 18 pouces. Cela va modifier leur taille, leur diamètre et leur poids, mais également changer les éléments qui se trouvent autour, comme les freins, les suspensions ou encore la hauteur de la monoplace. Bref, ce sujet est très épineux car il est central pour les performances à venir, mais nous aurons le temps d'en reparler. Cet épisode de C'est quoi la F1 touche à sa fin, mets un like s'il t'a plu. J'espère avoir été suffisamment complet sur les pneus, mais si ce n'est pas le cas, je t'invite à poser de plus amples questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, à très vite pour de nouvelles vidéos et comme disait presque Enzo Ferrari, le plus important c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.